Tac. Et donc, et coucou, je n'avais pas lancé le micro comme un débile. Donc, et coucou tout le monde, donc bienvenue dans les chroniques de BD du Laura, troisième édition. Donc, c'est la chronique où je parle de bande dessinée, de celles que j'ai lues dans le mois, vous pouvez partager un petit peu mes lectures. Donc là, on est sur les lectures de mars, du mois de mars. Et comme je disais juste avant, que vous n'avez pas entendu, il va y en avoir quand même quelques-unes, une bonne quinzaine, donc on va commencer tout de suite. Et donc on commence avec celui que vous avez peut-être pu voir juste avant, euh, L'Enfer pour Aube. Du coup, L'Enfer pour Aube, donc c'est scénarisé par Philippe Pelaez, qui ne doit pas se prononcer de cette manière-là. Donc Philippe Pelaez, j'ai pas retrouvé de traces de ça, de scénariste de BD avant 2015, donc je sais pas dire grand-chose sur ce monsieur. Et Tiburce Auger, lui c'est un dessinateur qui est plutôt spécialisé dans le western. Il avait dessiné West, il me semble. Et là, du coup, on le retrouve sur L'Enfer pour Aube. Donc, L'Enfer pour Aube raconte l'histoire d'un détective qui poursuit, enfin, d'un détective non, d'un officier de police, hein, d'un inspecteur de police qui essaie qui traque le personne qu'on voit directement sur la couverture, euh, qui est une personne qui tue les notables parisiens. Donc, il est caractéristique parce qu'on voit il porte toujours une écharpe rouge. Et quand il tue ses victimes, il leur laisse un dent dans la boue. L'histoire se passe au début du XXe siècle, au temps de l'affaire Dreyfus, à Paris, durant la période de la Commune. Donc c'est une période qui est, je trouve, assez peu représentée dans les médias. Je vais vous montrer quelques images, parce qu'on va maintenant passer directement à la critique. Donc comme vous pouvez le voir, les dessins, c'est du noir et blanc, nuances de beige, c'est un peu difficile à décrire, avec quand même quelques traces rouges pour tout ce qui est en rouge, hein, donc l'écharpe rouge, le sang, etc. Des explosions aussi qui vont pouvoir être en rouge. C'était justement une BD quand même qui était assez intéressante à lire, puisque voilà, dans une période, dont je disais juste avant, qu'on voit assez peu dans les différents médias. On- Au niveau des voyous, on n'est pas dans les sphères de la haute société parisienne, on est plutôt au niveau des voyous, donc qui s'appellent les Apaches. Je pense qu'il y a quand même eu tout un travail de recherche sur cette période-là qui est fort intéressante. Sur euh, Donc oui, par rapport aux Apaches, ce qui est intéressant, c'est que dans les bulles de dialogue, du coup, tous les voyous vont utiliser beaucoup d'expressions argotiques qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui, donc c'est assez rigolo de les redécouvrir euh, dans, dans la BD. Euh, Après, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais dire dessus? Oui, le tueur, bah voilà, masqué, avec son écharpe, son sang-peau, tout ça, tueur très énigmatique, et souvent, quand on a les tueurs énigmatiques, c'est Batman. Tueur, coucou, je suis là, coucou, je suis plus là. Voilà, il disparaît un peu d'un coup. C'est un, c'est un poil dommage cette facilité scénaristique, en tout cas, mais on peut se le permettre, mais ça passe sans problème. Voilà, Batman nous a habitués à tout ça. Donc oui, les dessins, hein, les nuances de riz. Beaucoup de personnages, hein, de toute façon on le voit un petit peu là sur cette page-là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même tous reconnaissables. Ils ont vraiment tous des faciès différents pour qu'on puisse les reconnaître, même si ils portent tous la moustache, mais on les reconnaît. Ça c'est très bien. L'histoire, elle est censée être elle est prévue en deux tomes. Elle se termine pas sur ce volume-là, mais on a suffisamment de choses à se mettre sous la dent dans ce volume pour être rassasié, pour pas dire ah tiens je veux savoir la suite. On veut savoir la suite, mais c'est pas aussi tranché. Voilà, on a tout ce qu'il faut dans l'histoire et on n'est pas frustré à la fin. Ça c'est un gros point positif. Donc le tome 2 je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Un jour. Et donc par contre la BD est disponible depuis le 2 mars chez Delcourt. Passons à la suite. Donc cette bande dessinée, mais les deux suivantes aussi, ce sont des bandes dessinées que j'ai lues dans un magazine de publication, de pré-publication. Du coup, je n'ai pas les volumes en dur, hein, je les ai globalement voilà, en tout souple. Tac.
Oui, donc le magazine, hein, là où j'étais dans l'immanquable. Du coup, le tome 2, le deuxième volume, pas le tome 2, c'est Neptune. Neptune, alors, oh, beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un récit des mondes d'Aldébaran. Les mondes d'Aldébaran, vous avez peut-être entendu parler, puisque ça fait une trentaine d'années qu'ils existent. Ça a été créé par Léo. Ça fait tout le temps de sa vie qu'il travaille sur les mondes d'Aldébaran. Il a fait d'autres choses à côté, hein. Il a écrit des ouvrages sur, bah, je crois, sur l'Écosse il n'y a pas longtemps, il a fait sur le Kenya, je ne sais pas du tout de quoi parlent ces livres. En tout cas, sur les mondes d'Aldébaran, donc il y a plusieurs cycles, et là on en est maintenant au 25e tome. Du coup, ça, c'est les suites des aventures de ces personnages, des personnages des mondes d'Aldébaran. Ils sont sur Terre, sur Betelgeuse par exemple. Et pendant qu'ils sont sur Terre, il y a un vaisseau extraterrestre, une bonne vieille soucoupe volante des familles, hein, qui s'approche de la planète. Et donc il faut commencer à enquêter pour dire, bah, qui c'est eux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que c'est vraiment une soucoupe volante. Hein. Il n'y a pas de tromper sur la marchandise quand on dit soucoupe volante. Euh, du coup, pour les mondes d'Aldébaran, faut quand même reconnaître, c'est un pilier de la science-fiction en tout cas, et du monde de la bande dessinée, et moi qui adore la science-fiction, je n'ai jamais lu les mondes d'Aldébaran. Pourquoi? Bah, je vais vous montrer. C'est surtout à cause de ses dessins. Les dessins, je les trouve froids. Euh, Là, je pense que personne ne vont aimer, mais je trouve tous les visages figés, ils sont inexpressifs, je n'accroche pas du tout les dessins. Du coup, bah, j'ai jamais lu les mondes d'Aldébaran. C'était le premier volume que je lisais, et je dois reconnaître avoir été quand même pas mal perdu par rapport à tous les personnages qu'on rencontre, puisque les personnages, bah, pour certains, dans la bande dessinée, ils se retrouvent. On dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout ça. Euh, et pour le lecteur, bah, c'est un petit peu pareil. Pour certains personnages, ils avaient peut-être perdu euh, de vue certains personnages qui étaient plus dans les volumes précédents. Donc, il y a des retrouvailles, sauf que bah, donc, dans la bande dessinée, les retrouvailles, les lecteurs assidus, ils vont voir ces retrouvailles, mais un lecteur comme ça, néophyte, qui va commencer par celui-là, donc le premier volume de ce nouveau cycle, parce qu'il est en plus intitulé tome 1, ce n'est qu'une. Bah, moi je suis perdu, voilà, je suis un petit peu hors de l'histoire. Après l'histoire, elle se suit, hein. On est curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce vaisseau extraterrestre, parce que derrière il y a d'autres intrigues qui vont se mêler. Mais voilà, commencer par le tome 1, Neptune en tout cas, c'est pas la meilleure des idées. Si jamais les mondes d'Aldébaran vous intéressent, commencez par le début. Ce sera sans doute le plus simple et le plus compréhensible, même si maintenant ça fait 30 ans que ça existe. Les dessins, ils ont sans doute évolué, même si je trouve toujours qu'ils ont cet aspect froid, lisse. Je n'accroche pas. Je veux pas dire. J'essaie de quand même trouver d'autres points quand même, ce que j'avais noté, parce que je veux pas être négatif sur le monde Aldébaran. Hein. Si on en est à 25 tomes, c'est qu'il y a quand même un public derrière, des gens qui aiment cette série. Euh, Malheureusement, c'est pas avec les Neptunes que je vais la commencer, malheureusement. Donc ce tome, il est sorti en janvier dernier chez Dargo. Passons maintenant à la troisième bande dessinée de ce mois de mars, même si on est en avril. Nous sommes sur Edward Curtis ou le temps suspendu. Donc Edward Curtis, c'est une personne qui a existé au début du siècle dernier, hein, comme la première bande dessinée, qui a voué sa vie à faire connaître la culture amérindienne aux gens. Donc, c'est un photographe, donc à travers ses photos, il a écrit des ouvrages sur les Indiens aussi. Et donc, cette BD raconte sa vie. Euh, c'est la C'est scénarisé par Viviane Perret. Viviane Perret, c'était une chroniqueuse littéraire. C'est sa deuxième bande dessinée. La première bande BD qu'elle avait scénarisée, ça s'appelait Mont Blanc. Je ne connais pas du tout. Et c'est dessiné par un Italien, Mauro Marchesi, donc qui a fait quand même pas mal de. C'est un ancien notable, c'est rigolo, et qui a fait une dizaine d'albums en Italie. En France, je ne sais plus si j'avais trouvé des traces de Monsieur Marchesi.
Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette bande dessinée? Et ben, je connaissais pas le monsieur, et je trouve que c'est une très bonne idée de le faire connaître du coup, autre part que par sa page Wikipédia, mais d'amener, de le présenter par la bande dessinée. Je vais vous montrer des images tout de suite. Hop, un petit peu. Voilà, déjà vous pouvez voir quand même des dessins très simples qui nous permettent de nous concentrer sur l'histoire. On aime ou on n'aime pas les dessins, parce que en même temps, tous les dessins, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais là, en l'occurrence, j'aurais bien aimé qu'ils soient un petit peu plus réalistes. C'est pas le cas, c'est pas dérangeant, justement, on se concentre sur l'histoire du personnage, parce qu'on voit vraiment tous les aspects de sa vie, enfin beaucoup d'aspects de sa vie, donc tout ce qu'il a fait pour essayer de monter ses expéditions, euh, pour les faire financer. On voit aussi tout le côté personnel du monsieur, bah, vu qu'il a quand même sacrifié sa vie de famille pour prendre en photo, pour faire durer, perpétrer l'histoire l'histoire de ces Indiens d'Amérique. Pouf, voilà, ouais, de ça. On balade vraiment entre les relations entre sa famille, pour monter les expéditions avec les Indiens. Ça reste un dessin plus organique que Neptune. Oui, tout à fait, tout à fait. Organique, c'est vrai que c'est plus le terme. Mais voilà, c'est ce qui me bloque un petit peu sur Neptune, et donc, coucou Poupette. La BD aussi, au milieu de la BD, je vais essayer de vous trouver des images là-dessus, je devrais avoir. Tac, tac. La BD est souvent agrémentée en fait, voilà, de photos de Curtis qu'il avait prises d'époque, hein. Bon, voilà, forcément, vous l'avez en moins bonne qualité, hein, le papier, bah, c'est pas du papier glacé de bande dessinée, et puis bah, à travers une webcam, hein. Voilà, on a aussi quand même voilà, des photos dans la bande dessinée, et ça c'est très bien. Donc c'est paru le 11 février, hein, donc ouais, il y a déjà un bon mois et demi, et aux éditions 21 grammes, hein, 21 grammes, hein, le poids de l'âme. Passons ensuite à un manga, hop, qui s'intitule Planète. Planète, c'est une relecture de ma part, hein. Je triche un petit peu, enfin je triche un petit peu. Non, je dis que je parlais des bandes dessinées que je lisais dans le mois, et Planète, c'est une bande dessinée que j'ai relu ce mois-ci, parce que ça faisait longtemps et j'avais envie de le refaire. Donc Planète, ça nous raconte l'histoire des boueurs de l'espace, hein, puisque bah, dans l'espace, il y a plein de satellites, mais il y a aussi des débris, et les débris peuvent occasionner des gros problèmes sur les différents vaisseaux ou stations spatiales qui sont en orbite. Donc on y suit cette équipe des boueurs qui cherchent à récupérer ces débris. Et à côté de ça, on a une mission spatiale qui se prépare pour rejoindre Jupiter. Je ne veux pas dire coloniser Jupiter, parce que c'est quand même une géante gazeuse, mais bon, en tout cas pour accéder, pour s'approcher de Jupiter. Nous actuellement, on cherche à aller sur Mars, bah eux, ils cherchent plutôt à aller sur Jupiter. Donc c'est dessiné et scénarisé par Makoto Yukimura, dont c'est dont Planète c'est quand même l'œuvre phare, qui a eu pas mal de prix à sa sortie en 99-2000, entre 2001 et 2004 en France. Ça a été publié en 4 volumes justement en France. Il y a eu une adaptation animée en 2003 qui a été faite par ah, Goro Taniguchi, je n'arrive pas avec son nom, qui est l'homme qui est derrière Code Geass. Code Geass qui doit parler à quand même à certaines personnes. Donc ce manga, c'est un manga qui va interroger sur la place de l'homme, de l'adulte même, dans l'espace. Dans... Il va s'interroger sur qu'est-ce qu'être un adulte, le passage aussi de l'adolescence à être un adulte responsable, sur la responsabilité qu'a l'homme, enfin l'homme avec un grand H, envers sa famille, envers le monde aussi. Donc c'est ça, voilà, c'est tous les thèmes à aborder. L'amour est très présent. D'ailleurs, voilà, le terme revient très fréquemment dans la bande dessinée. Je vais vous mettre quelques images. Hop. On voit tout de suite, c'est pas trop grand quand on est seul. Euh, Ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est qu'on décrit beaucoup le personnage d'Achimaki, qui est un jeune adulte, donc qui est vraiment sur son passage de l'adolescence à l'âge adulte, et j'aurais aimé avoir côtoyé plus les deux personnages plus âgés de l'équipage
suis, je suis perdu le nom du vaisseau. Enfin bon, de l'équipage des boueurs, en tout cas, il y a 4 membres. Et les deux plus adultes, j'aurais bien aimé suivre un petit peu plus leur histoire, puisque hormis Yuri, un personnage qui peut être très torturé, hormis le premier chapitre, et quelques cases plus loin, il n'est pas beaucoup développé. Parce que comme je disais, il est torturé. Fi, la pilote excentrique, elle a droit à quelques chapitres, mais presque pas assez par rapport à Hachimaki. C'est du chipotage, hein. Mais bon, voilà, moi c'est mon ressenti en tout cas sur là-dessus. Autre point aussi, planète. Il y a un S planète. Hormis la Terre, la Lune aussi, bah non, on voit pas d'autres planètes. Enfin, un petit peu Jupiter, comme cette mission qui se montre. Vite fait un petit chapitre qui se passe sur Mars, mais bon, le planète avec un S, non, on ne balade pas d'une planète à l'autre, c'est pas du gros space opéra. Ça reste quelque chose qui essaye d'être crédible. Euh, Voilà, donc voilà, Planète, c'est un ouvrage vraiment intéressant qui interroge. Après, à nous de trouver nos propres réponses, hein. Le manga en propose, mais pourquoi pas en amener d'autres. Euh, voilà, les dessins, bah, vous les voyez, ils sont quand même plus que corrects, hein. Peut-être les scènes en intérieur qui sont voilà, des fonds blancs qui sont un petit peu moins détaillés, mais ça reste vraiment du très correct. L'auteur a progressé au fur et à mesure de la création de ce manga. Donc non, c'est vraiment un très bon manga. Un point de moins sur l'édition intégrale que je présente, hein. Donc quand même tac, dans ce sens-là, ce sera mieux. L'intégrale, grand format, et surtout 900 pages. Voilà, un pavé, là, vous lisez ça le soir, paf, on s'assomme avec. Euh, Derrière. Donc non, voilà, très bon ouvrage. Par contre, du coup, vu que c'est un format plus grand, ils se sont contentés d'étirer les pages, et sur les planches en couleur, elles semblent un peu floues, ces grandes pages couleur. Ça, c'est donc un point de moi sur cette édition. Donc ça a été édité par Panini. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, enfin c'est même pas je pense, c'est qu'aujourd'hui cette édition intégrale est introuvable à des prix décents. Je l'ai trouvé très cher. L'édition originale en 4 volumes, bah, elle est aussi introuvable à prix décent. Donc là vous dites, ouais, bah, Ulora, t'amuses un petit peu, tu nous proposes des trucs, tu nous dis que c'est super bien, mais en fait, ça se sauve pas. C'est vrai, tu avais raison. Par contre, il y a une réédition prévue en juin-juillet. Donc il faudra rester un peu à l'écoute si jamais l'histoire vous plaît, ou les dessins vous plaisent. Passons à la suite. Et là, on va changer de registre. Là, on était chez les Japonais, on passait chez les Américains. Avec Spider-Man et de belles planches, mais pas convaincu par certains Cara Design, les visages surtout. Oui, alors hop, je vais revenir en arrière. Hop, tac. Tu as raison. Alors, moi je trouve que je vois à peu près quelle planche tu parles, justement, je l'avais mise pour tout montrer. Euh, je suis assez d'accord niveau car design. Par exemple, voilà, cette planche-là, le personnage d'en haut, c'est un personnage qui est sur le deuxième chapitre. J'ai essayé de mettre souvent de mettre des dessins du début du livre pour éviter de trop spoiler. Encore que là, 900 pages, pour spoiler, spoiler. Mais voilà, ce personnage, par exemple, ça c'était le début finalement de l'auteur. Il s'est amélioré par la suite. Donc peut-être feuilleter, quand ça sortira, feuilleter quand même quelques pages pour se faire une idée. Donc passons à la suite, hein, qu'on vous avez déjà un petit peu vu, le Spider-Man. Je vais peut-être pas m'embêter à présenter Spider-Man, parce que bon, je pense qu'on le connaît depuis, hein, ça fait longtemps qu'on le voit, que ce soit au cinéma, ou en dessin animé, ou du coup en comics. Donc tu connais pas Pets, et ben c'est l'homme araignée, hein, il sauve la veuve et l'orphelin dans les rues de New York, parce qu'il s'est fait mordre par une araignée radioactive. Donc du coup, il peut s'accrocher au mur. Par contre, les toiles qu'il peut envoyer par ses poignets, en fait, non, c'est qu'il est super intelligent pour créer ce genre de fil. Il n'y a que dans les films de Sam Raimi où il décide que ça vienne de lui-même, qui est très bien. Donc du coup, finalement, j'ai parlé de Spider-Man. Donc, Spider-Man est une création de Stan Lee et Steve Ditko. Ne jamais oublier Steve Ditko dans les comics, hein, il est souvent responsable aussi des personnages.
pas que Stanley qui a créé les personnages, hein, même si les films ont tendance du Marvel Cinematic Universe ont tendance à nous prouver le contraire. N'oubliez pas, ne pas l'oublier. Donc, Stanley scénarise les 3 premiers chapitres de cet ouvrage, hein, donc il y a 6 chapitres dedans. C'est ensuite donc la deuxième partie, qui est concentrée sur la mort de Gwen Stacy, ça va être dessiné par Jerry Conway. Jerry Conway, c'est un pilier quand même du monde des comics, de chez Marvel, chez DC Comics aussi, dans les années 70. Donc il a créé le personnage du Punisher chez Daredevil. Chez Daredevil, on le retrouve ailleurs. On doit le retrouver ailleurs aussi. De toute façon, c'est des crossovers, on croise tous les personnages. La série va être dessinée par Jill Kane, donc pareil, un pilier des comics de l'époque, hein, qui a pour créer le personnage d'Al Jordan chez DC Comics et Sinestro. Donc Al Jordan, c'est le Green Lantern, le nouveau Green Lantern après l'autre. J'ai perdu le nom du premier Green Lantern. Donc là, pour ces titres-là, enfin pour ces personnages-là, là on est dans l'histoire du comics. Bon, c'est difficile de donner un avis sur un comics qui a 50 ans, puisqu'il est sorti dans les années 70, parce que la manière de raconter l'histoire a évolué. On raconte plus l'histoire de cette manière-là. Les dessins, je vais vous les montrer, ils ont vieilli, disons. C'est un livre c'est pour sa culture, puisque vous voyez le titre, hein, je peux même pas essayer de spoiler, hein, c'est écrit en gros là, ici, la mort de Gwen Stacy, tac. Donc il n'y a même pas de spoil, hein, c'est le personnage de Gwen Stacy qui va mourir dans les pages de cet ouvrage-là, durant ces 6 chapitres. Cette mort, c'est quelque chose qui a marqué vraiment le monde du comics, euh, déjà le monde de Spider-Man et surtout le monde du comics, puisque ça se fait de tuer un des personnages comme ça, principaux, enfin c'est un personnage secondaire, mais bon, qui était important pour Spider-Man, puisque c'est quand même sa petite amie. Ça se faisait pas, donc du coup c'était assez nouveau, inattendu. Surtout qu'à l'époque, le titre du chapitre, il l'avait mis à la fin du chapitre pour pas spoiler la mort de Gwen Stacy. Même si aujourd'hui, si on fait ce genre de choses dans les comics, t'aurais été tellement teasé avant dans les réseaux sociaux qu'au final on saurait déjà le qui mourrait dans la page du volume. Ça me fait penser à récemment le mariage de Batman et de Catwoman. Il y a le mariage, donc ça a été teasé pendant pas mal de temps. Sauf que, est-ce que Catwoman allait dire oui? C'est au moment ou non, d'ailleurs, on ne sait pas. Sauf que il y a eu tellement de teasing qu'au final, on avait su la réponse bien avant que le chapitre sorte en kiosque. À l'origine, c'était pas forcément Gwen Stacy qui était censée mourir, c'était Tante May. Sauf que, et Jerry Conway, enfin non, c'est même John Romita Senior, le dessinateur Spider-Man, qui a fait quelques couvertures. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est une couverture de John Romita Senior. Il avait proposé Gwen Stacy, donc Jerry Conway, il n'aimait pas ce personnage de Gwen Stacy qu'il trouvait beaucoup trop parfait, qu'il n'arrivait pas à former un couple avec Peter Parker. Donc il s'est dit, ils ont dit, ok, tuons Gwen Stacy, comme ça permettait ensuite de pouvoir nouer une relation amoureuse entre Peter et Mary Jane Watson. Voilà, c'est un livre à lire pour l'événement, pour le connaître. Maintenant, c'est plus très passionnant à lire aujourd'hui en 2022. Voilà, et puis bon, comme je disais, hein, attention, on sait qui meurt, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc ça a été édité chez Panini. Panini Comics, dans une collection petit prix spécial Spider-Man, les collections à petit prix, donc on retrouve les volumes à 8€, il y en a une dizaine, c'est des récits qui s'appellent incontournables. Est-ce que tous les récits ne se valent pas? Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu que quelques-uns, mais voilà, là au moins ça permet d'avoir cette histoire-là à un prix moins cher que d'autres éditions qu'on doit pouvoir retrouver actuellement aussi dans les librairies. Le volume suivant, il sera également consacré aux tisseurs. Donc, cette fois-ci, on va plutôt suivre Kraven le chasseur.
Donc c'est qui est un adversaire de Spider-Man. Donc afin de prouver sa supériorité sur Spider-Man, il va chercher à s'emparer du costume de Spider-Man afin de battre et de combattre tous les rivaux de Spider-Man aussi pour montrer que je suis plus fort que lui. Donc c'est scénarisé par Jean-Marc Dematteis. Euh, c'est quelqu'un qui est passé chez DC, hein, comme beaucoup de personnes qui bossent qui ont bossé chez Marvel, enfin comme beaucoup d'Américains. Après Oncle Ben, Tante May, ça faisait beaucoup pour Peter Parker. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'ils ont dit allez, on va tuer Gwen Stacy. Oui. Petit aparté, spoil du coup, hein, bouchez-vous les oreilles par rapport à Tante May. Tante May a été tuée durant les plus tard, je sais plus à quelle période. Sauf que du coup, ça a tellement les gens ont tellement râlé comme quoi oh t'avais Tante May machin chouette. Ils ont fait finalement oui bon en fait la personne qui est morte c'était le bouffon vert qui faisait un peu qui s'était déguisé et tout donc elle n'était pas vraiment morte donc ils ont pu la ressusciter comme ça. On ne touche pas à Tante May. Donc pour Craven en tout cas. Donc Jean-Marc Desmatis, qui est passé chez DC, et qui a pas mal travaillé sur la Justice League chez DC. Et donc bien sûr chez Marvel. Et ensuite, oui, pour Desmatis, sur Spider-Man, il a aussi bossé sur la saga du clone, qui est une grosse série, gros arc scénaristique sur Spider-Man, un des récits cultes, qui est pas prononcé dans le cela. Qui est pas la saga du clone n'est pas présente dans la collection Petit Prix. Et c'est dessiné par Mike Zeck, qui a pas mal bossé chez Marvel, et puis aussi chez DC, comme beaucoup de monde, mais ouais, et puis sur d'autres maisons d'édition. Donc, pour Craven, c'est un récit qui se rapproche beaucoup de Dark Knight Returns de Frank Miller. Dans Dark Knight Returns, on suivait un Batman vieux qui est rongé, qui a arrêté d'être Batman, mais qui est rongé par, par tout ce qui se passe, et du coup, même en étant vieux, il décide de redevenir l'homme chauve-souris de Batman. Et donc, du coup, on le voit déambuler dans les rues de Gotham, mais en vieux, donc avec les problèmes qu'il peut avoir et tout, et surtout d'un point de vue psychologique. Et pour Craven, c'est un petit peu pareil, Craven est vieillissant, et il veut prouver à lui-même qu'il est toujours très fort. Je vais vous montrer des images, hop. Donc voilà, c'est un récit qui prend son temps pour poser son ambiance. Beaucoup de voix off, que ce soit celle de Spider-Man ou de Craven, des fois mêlées. Les deux voix off sont un petit peu mêlées. C'était vraiment agréable à lire. C'est un récit sombre, brutal, une fin qui est inattendue. Même si, est-ce que ça pouvait terminer autrement? Je ne sais pas, je vous laisse ça découvrir si ça vous intéresse. Euh, Et donc ce récit, c'est souvent décrit comme étant le meilleur récit sur Spider-Man, et il faut quand même reconnaître, il est très très bien, même si donc il est sorti dans les années 80, cette histoire, mais ça passe encore très bien aujourd'hui. Je trouve qu'elle passe encore très bien aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié de lire cette histoire. Sur les dessins, voilà, encore des dessins entrés dans son époque. J'apprécie beaucoup plus, en tout cas ces dessins-là. Petit bémol, un petit peu comme sur Planète, alors que là ils n'ont pas étiré, mais j'ai trouvé certaines planches floues, où les contours n'étaient pas très nets. C'est peut-être lié à cette édition, j'espère qu'en tout cas c'est lié à cette édition, parce que ce serait dommage que sur toutes les autres existantes sur la dernière chasse de Craven, elles soient dans le même état. Qu'est-ce que j'ai de dire d'autre là-dessus? Non, bon voilà, c'était tout. Donc pareil, disponible à 8 euros dans une collection petit prix avec 10 autres titres. Il y aura du Venom aussi. Morbius, qui est actuellement au cinéma, c'est pas encore. Euh, il a plein d'ouvrages qui sont sortis en ce moment, mais il n'est pas dans la collection petit prix. Petit prix. T'as jamais aimé le personnage du chasseur, mais comme tu le décris, ça paraît cool. Oui, alors je suis assez d'accord avec toi, Puppets, puisque voilà, Spider-Man, moi j'ai découvert surtout par le dessin animé qui sortait qui était dans les années 90, qui est passé sur je sais plus quelle chaîne.
où j'ai découvert pas mal d'ennemis, et c'est vrai que le Kraven ne m'avait pas autant marqué qu'un bouffon vert, ou que surtout qu'un- que le Caïd. Je me souviens surtout du Caïd, si Octopus, voilà, Octopus, je m'en souviens, Docteur Octopus, je m'en souviens très bien aussi. Mais là justement, là ça m'a permis de le découvrir, et waouh, c'est super réussi. Faut savoir que Kraven, il va bientôt être adapté chez Sony Pictures. Euh, Là, les mêmes qui ont fait Venom qui est actuellement Morbius au cinéma. Quand j'entends les critiques sur Venom et surtout là sur le Morbius, je suis très content de ne pas les avoir vus et j'ai très peur pour le prochain Kraven. Et bonjour Saïd Ril, et tu avais aussi beaucoup aimé la série animée. Ah non, tu as beaucoup aimé la série animée récente Ultimate Spider-Man. Que tu retrouves Kraven dans les Sinister Six. Oui, effectivement, Kraven fait partie des Sinister Six. D'ailleurs, justement, Sony prépare la création des Sinister Six aussi. Tout doucement, il s'y prépare. Ultimate Spider-Man, je les avais lus, j'avais lu les premiers chapitres, mais ça m'avait moins marqué à l'époque. C'est un personnage qui méritait déjà un rebuild dès les années 90. C'est possible, oui. Mais bon, voilà, déjà, là, ce récit-là, il est vraiment intéressant sur ce récit, sur la manière de le raconter. Je n'ai pas l'origine pourquoi le costume de Spider-Man est noir. Je crois que ça a à voir aussi un petit peu avec Venom, mais Venom n'était pas encore apparu à ce moment-là. Donc déjà, voilà, on voyait on n'était plus dans le même âge des comics, puisque bah, les comics, ils les ont découpés quand je dis ils, dire les journalistes, à l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. La mort de Gwen Stacy, donc celui que j'ai présenté jusqu'avant, c'est un petit peu le passage de l'âge d'argent à l'âge de bronze. Et dans les années 80, on est plutôt passé dans l'âge sombre. C'est-à-dire qu'on va avoir des récits comme Dark Knight Returns, Miller qui sombre, on va voir les Watchmen, aussi un univers assez sombre. Euh, Ce récit-là aussi. Donc voilà, il s'ancre très très bien dans son époque. Tu possèdes la série d'animation en tout cas de Ultimate Spider-Man en 4 saisons. Très bien, c'est assez noté. Peut-être que je la regarderai un jour. Ce n'est pas Spider Symbiote. Non, 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 c'est vraiment Peter Parker qui a un costume noir. Même si peut-être que c'est lié au symbiote, mais ça, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Revenons de l'autre côté du Pacifique avec un manga et avec One Punch Man. Alors, One Punch Man, qu'est-ce que ça raconte? C'est de résumer, puisque là on est quand même au tome 24. On va pas parler vraiment de l'histoire de ce volume-là. Ça résume l'histoire, pour résumer, c'est l'histoire de Saitama qui veut devenir super-héros, mais qui s'entraîne tellement qu'il devient surpuissant et du coup bah, il est tellement fort que bah, il est complètement désabusé, il a plus aucune expression, presque plus aucune émotion à part manger. C'est vraiment ça qui importe. Euh, voilà, il est complètement détaché du monde qui l'entoure. C'est presque One Punch Man, c'est presque un anti-shonen, un shonen, donc un manga pour adolescents, type One Piece, My Hero Academia. Là, du coup, où les héros deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure des pages de l'histoire. Sauf que là, on commence tout de suite avec un héros très très fort. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à raconter quand il y a un héros qui défonce tout en un seul coup? Mais il y a tous les autres héros à côté qui, eux, ne défoncent pas tout d'un coup, qui sont forts, puisque les héros sont ou pas. Parce que les héros sont classés en différentes catégories, classe C, B, A et S. Les S sont vraiment surpuissants. Depuis le début de cet arc, qui est commencé depuis quelques chapitres maintenant, hop, on suit beaucoup moins Saitama, on va suivre plutôt les autres héros, que ce soit bah, les classes A, B même. Et là, dans cet arc-là, en tout cas dans ces chapitres-là, les classes S font leur apparition et deviennent justement, et on peut voir un peu plus, on les voit un peu plus à l'œuvre. On les avait vus à l'œuvre sur une première partie d'histoire, mais là, là, ils interviennent vraiment tous de manière séparée puisque les ennemis deviennent de plus en plus forts. Puisque dans cet arc, vous avez l'association des héros, je les montre en haut parce que c'est dans une tour, qui combat l'association des méchants qui vit en souterrain. Et l'association des méchants a commencé à faire coucou en surface, donc les héros sont arrivés, et maintenant bah, les héros ils ont continué à creuser, à aller dans les galeries sous terre pour affronter leurs antagonistes. C'est un peu le Hancock japonais,
Ouais, vite fait, mais très vite fait, puisque Hancock n'était pas forcément surpuissant, c'était un héros. Euh, Depuis quelques temps, il s'amuse à faire des couvertures. Enfin, chez One Punch Man s'amuse à faire des couvertures. Quand on retire la pochette, ça fait une couverture en entier, et même des fois, quand on additionne plusieurs volumes, bah, ça fait une grande couverture. C'est pas forcément facile à faire. Les tranches, pareil sur les tranches, pas trop. Les tranches, bah, si vous mettez celui d'à côté, bah, ça va faire aussi une petite frise. De 3 volumes. Ça, c'est toujours rigolo à voir. Donc, à l'origine, One Punch Man, c'est un webcomics qui est scénarisé et dessiné par One. Et pour la version manga, c'est One est toujours au scénario, mais c'est dessiné par Yusuke Murata. Qui, c'est son principal. Non, c'était un dessinateur de High Shield 21. One ayant scénarisé aussi le manga Mob Psycho 100. Pour information, le webcomics qu'on peut trouver sur internet n'a rien. Enfin, raconte la même histoire trop, mais il y a plein de choses qui sont rajoutées dans le manga. Et j'ai même envie de dire, si jamais vous suivez les scans de ce manga sur internet, donc de manière plus ou moins légale, euh, ces scans-là déjà est différent du webcomics, mais les scans sont également différents de ce qu'on peut trouver dans le manga, puisque je pense que One Punch Man doit être publié dans un magazine. Je suppose, ça, je ne sais pas, j'ai pas été confirmé ça. Et du coup, il y a quand même toujours des petites différences. Quand j'ai voulu chercher des images pour illustrer le manga, bah, j'ai fait hey, cette image elle est vachement bien. Donc c'est à quelle page? Je cherche un peu sur internet, je trouve et je trouve pas la page. Je fais ah, là c'est là je l'ai, c'est là je l'ai, c'est là je l'ai pas. C'était bizarre. Donc c'est d'ailleurs dans ce volume là, on a pas mal une grande section qui n'était pas du tout développée dans le un grand combat, presque un combat rajouté directement qui n'était pas dans les scans. Donc pour ça que si jamais vous les lisez sur internet, vous pouvez passer au manga papier, vous aurez des choses en plus et même des cases un peu redessinées. Donc hop, voilà ici quelques images. Alors, ce manga, il est quand même vachement bien. Du coup, ça change du shonen classique, hein, comme je disais juste avant. On a quand même, enfin l'auteur met ses personnages dans des situations complètement loufoques. Voilà, Saitama il est complètement décalé, on le voit sur cette page. Hein, voilà, il y a un énorme chien qui apparaît devant lui, lui dronos. Bon, voilà, c'est complètement débile, c'est très drôle. Beaucoup de jeux d'échelle entre les personnages et leur puissance de destruction. Euh, donc du coup, l'auteur, au fur et à mesure de ses 24 volumes, prend son temps pour développer ses héros. Donc il y a Saitama qu'on voit ici, mais tous les autres héros, ils prennent des fois un ou deux chapitres pour faire leur combat. Il prend le temps de les développer. Ça c'est quand même agréable. Peut-être un peu trop aussi, puisque cet arc-là, il a démarré depuis déjà quelques volumes, et je sais qu'il n'est pas prêt de terminer. Même si le meilleur est à venir, puisque dans ce volume-là, justement, les héros de classe S commencent à faire leur apparition, continuent de faire leur apparition, on voit un peu plus leur puissance. Déjà là, on voit Tatsumaki qui défonce tout. Les adversaires deviennent aussi de plus en plus puissants. Du coup, bah, il va y avoir des rapports de force qui vont commencer à s'équilibrer. Les héros vont pas tout défoncer, les méchants vont pas tout défoncer non plus. Même si les méchants, pour l'instant, ne défoncent pas tout. On voit qu'ils sont forts, mais il y a plus fort que pour eux. Mais tout voilà, là les pièces se mettent en place pour la suite, donc un peu hâte de lire la suite en manga. Les planches en tout cas, moi je les trouve très très jolies. Murata il fait vraiment un sacré boulot sur toutes les planches, donc non, très bon manga. Donc c'est disponible donc chez Kurokawa. Et depuis je sais pas quand celui-là. Enfin, il a paru pour en mars ou février, je ne sais pas. Passons au prochain livre. Hop, là revient la souris. Tac. Et on va parler de Free Eren. Alors Free Eren, si il est ici. Hop, avec le reflet, on voit pas. Tac. Euh, J'en avais parlé vite fait le mois dernier en disant tiens, il y a ce manga, j'en ai entendu parler. C'est beaucoup de critiques positives, et donc du coup, bah, plutôt que de dire des critiques positives sur près du manga en disant a priori c'est bien, bah, je me suis dit je vais le lire et comme ça je ferai mon propre avis pour savoir si c'est bien ou pas. Ça fait un moment que tu n'as pas suivi le Japon, que tu trouves les ombrages atypiques pour du manga. Oui, parce que peut-être par rapport à One Punch Man,
peut-être parce que c'était un webcomics et du coup ils ont travaillé les images différemment. C'est possible. Je ne maîtrise pas non plus les codes du manga, en tout cas. Donc pour Free Ren, c'est un récit qui se déroule dans un univers d'heroic fantasy. Sauf qu'à la différence peut-être d'un récit avec, au lieu de suivre un groupe de héros qui vont affronter le Seigneur du Mal et puis toute leur quête vers ce Seigneur du Mal, là on va plutôt suivre l'après-quête. Le Seigneur du Mal a été vaincu, donc le retour des héros dans leur monde, et on va suivre ça du point de vue de l'elfe, Frieren, qui est immortelle, et donc on va plutôt lire ce qu'elle pense, enfin, c'est me présenter sur le temps qui passe, son rapport par rapport aux autres, qui eux, pas une longue vie devant eux. Du coup, ça va être un récit sur les souvenirs et sur le temps qui passe. Point de vue de Trier. Donc c'est voilà, moi quand j'ai lu le manga, j'avais lu les critiques, mais je n'avais pas lu de quoi ça parlait. Donc j'ai vraiment découvert ce récit. Donc c'est scénarisé par Kanihito Yamada et dessiné par Abe Tsukasa. C'est les premiers mangas publiés en France. Je sais pas, je crois que je sais pas ce qu'ils ont fait au Japon. Voilà. Moi c'est leur premier, voilà, c'est leur première trace que j'ai trouvée. Je crois que le scénariste ou la scénariste, je ne sais même pas, c'est à moi, a peut-être fait quelque chose d'autres ouvrages, mais qui ne sont jamais arrivés en France. Donc, du coup, voilà, les critiques étaient vraiment géniales sur ce. C'était dithyrambique, de certains termes, sur ce livre. J'irai pas au niveau des critiques, c'est très bien, hein, mais voilà, c'est pas aussi génial. Justement, comme tu dis, ça Drill, le point de vue est vraiment intéressant, ça change. Euh, Il y a le récit raconté en plus en faisant des sauts dans le temps. Donc au début les sauts sont assez éloignés, ce qui permet peut-être de montrer voir les autres personnages justement, qui accompagnaient Frieren durant leur quête, les voir vieillir. Euh, Puis après les sauts dans le temps se raccourcissent. Donc l'histoire commence peut-être à prendre un autre changer de manière de raconter son histoire. A priori, sur le tome 2, l'histoire va changer de. J'ai envie de dire de point de vue, parce que le point de vue, je pense que ça va rester Frieren, hein, c'est comme ça que c'est le nom du manga. Et si Frieren, entre guillemets, décède, c'est un petit peu. Il a trop pris sur la marchandise. Euh, donc, non, a priori, voilà, le ton du manga va changer après. Euh, Et ben tout à fait Poupette, sur les planches très épurées, voilà, le scénario a l'air bien. En tout cas, voilà, les dessins quand même le trait est assez fin. C'est d'ailleurs ça qui a été assez encensé au Japon. Je les trouve peut-être trop simple, mais bon, moi qui aime bien la bande dessinée aussi européenne, hein, les franco-belges, très détaillés, même certains comics très détaillés. Là, c'est vrai que des fois le manga, j'ai un peu de mal sur les arrière-plans qui sont sobres. Après, on peut voir que les dessins en ville sont quand même beaucoup plus détaillés. Voilà, je vais lire la suite par curiosité parce que le tome il est juste derrière moi, que je l'ai pas encore vu, donc je vous dirai ça après. Je vous dirai ça après. Enfin, le mois prochain, hein, ce que j'en ai pensé. Ça a une vibe Full Metal Alchemist. Je suis en train de lire Full Metal Alchemist. Le ton est différent. Il est complètement différent. Le ton entre Full Metal Alchemist et Free Eren, ça n'a vraiment rien à voir. Peut-être sur les dessins, on pourrait se trouver, sauf que les dessins là sont plus modernes. En tout cas, niveau des. Ok. Je découvre pas Full Metal Alchemist de la bonne des manières, je dois reconnaître ça, c'est pas bien. Je découvre pas de la bonne des, je découvre pas en volume fixe. Donc Finiren vient de sortir, il est sorti vraiment au mois de mars. Ils ont eu la bonne idée de sortir les deux premiers volumes, surtout qu'a priori voilà, le deuxième change de ton. Donc, je vous dirai ça le mois prochain, ce que je pense de ce deuxième volume. Point positif quand même sur cette édition, One Punch Man. Tac, si on prend les deux ouvrages,
pouvez voir, Free Eren est plus grand au niveau largeur. Hauteur, c'est kiff kiff bourricot la même chose. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir au milieu une page blanche et ça évite d'avoir en disant mince, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ou ne pas très bien voir l'image. Donc ça c'est une très bonne initiative, soit de Kiun ou de l'édition japonaise. Hein. Ça, au moins on n'est pas dans la reliure, il n'y a pas de problème, on peut voir les images. Hop, voilà, comme tu dis, Side Drill, enfin ils ont pensé à faire ça. Même si pour certains livres, je pense à certains comics où il y a des rangs de double page, de mettre quelque chose de blanc au milieu, ça casserait la double page, ce serait dommage. Mais bon, c'est discutable, hein, comme toujours. Revenons en Amérique. Je perçois qu'il y avait beaucoup de mangas et de comics, avec le comics Dai. Dai comme qui a un peu un jeu de mots entre die mourir et die, enfin die dice, D en anglais, puisque c'est un manga qui va nous parler de un comics qui va nous parler de jeux de rôle. 91, il y a 6 adolescents qui jouent à un jeu de rôle, qui disparaissent, voilà, pendant 2 ans. Et quand ils reviennent, ils sont plus que 5, il y en a une qui a perdu un bras et tout. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, ça fait un peu genre Jumanji, hein, mais on voit que finalement c'est assez lié. Et ensuite, on les retrouve 30 ans plus tard, donc ils ont été rongés quand même par ce qui s'est passé. On a quand même perdu une personne qui n'est pas revenue de ce jeu. Donc ils commencent à être un peu rappelés par le jeu pour y retourner, pour nous permettre aussi de comprendre ce qui s'est passé, et puis eux réparer leur tort, et puis ils sont quand même, pendant ces 30 ans, enfin par rapport à cet événement dramatique, ils ont quand même pas mal de problèmes psychologiques et physiques. Comme dit, il y en a une qui a perdu un bras dans l'histoire. Parce que leur partie de jeu de rôle n'est pas terminée, il faut finir ce qu'on a commencé. Donc le scénariste c'est Kieron Gillen, qui a bossé récemment sur des comics indépendants comme Phonogram et The Week plus The Divine, qui est très 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 bon comics, celui-là je le conseille. C'était aussi un ancien journaliste de musique et de jeux vidéo. Il a fait quand même pas mal de super-héros Marvel et aussi bossé sur du Star Wars. Je ne sais plus, je me demande s'il a pas bossé sur du Docteur Aphra, puisque Docteur Aphra on va revenir, on y reviendra un peu plus tard sur d'autres auteurs. Et ensuite, les dessins sont dessinés par une française, Corico, Stéphanie Hans, une Toulousaine, qui est plutôt connue pour être une cover artiste, c'est-à-dire qu'une cover artiste, c'est une artiste de couverture, traduction littérale, hein, ou justement sur les comics, c'est souvent une autre personne que le dessinateur des pages qui dessine la couverture, donc c'est pas mal de commandes. Elle a pu faire quelques chapitres sur The Week plus The Divine. Elle a fait aussi, je crois, du Batwoman également en dessin, mais elle fait plus souvent des couvertures. J'ai envie de dire que j'aime cette série. J'ai envie de dire. Je sais pas, j'ai envie de. Ça parle de jeux de rôle. Voilà, il y a des références sur des auteurs de littérature comme H.G. Wells, les Sœurs Brontë, où ils vont prendre quelques éléments de leur vie et hop, tourner ça de manière fantastique, surtout par rapport à leur création. Ça, c'est intéressant. J'ai envie d'aimer les personnages parce qu'ils sont. C'est pas des héros, hein, ce sont des personnages normaux, mais qui sont torturés du coup par ce qui s'est passé des années plus tôt. Donc j'ai envie d'aimer ces personnages. Euh, j'ai envie d'aimer quand même ce qu'apporte le jeu de rôle euh, sur soi-même, sur comment on s'implique et ce que ça implique justement d'incarner un personnage dans un jeu de rôle. On peut apprendre euh, plein de choses sur nous-mêmes en jouant au jeu de rôle. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aimer ce livre. Les dessins que je vous ai pas montrés, je les trouve magnifiques. Les couleurs sont fantastiques. De temps en temps, il y a quand même des problèmes surtout sur les plans larges, sur l'échelle des personnages qui sont un petit peu petits, je trouve. Euh,
pour tout ça, j'ai envie d'aimer cette bande dessinée. Sauf que là, vous l'attendez, vous l'attendez, hein. Il y a un mais. Il y a un mais, parce que je ne peux pas l'aimer comme ça, du but en blanc, enfin l'aimer complètement, cette bande dessinée, euh, parce que l'histoire, elle est quand même assez nébuleuse. Au moins sur ce volume, sur ce tome 4, elle est revenue à des choses plus simples, des enjeux plus simples, et là c'est beaucoup plus, je trouve les trucs beaucoup plus compréhensibles. Euh, oui, ça, compréhensible. Mais tous les quatre volumes, bah, tu vois, c'est quand même compliqué. C'est peut-être moi hein, le problème. Hein. Faudrait que je relise à nouveau. Peut-être enchaîner les 4. Là, j'ai fait le tome 3 avant de relire le 4. J'aurais peut-être dû relire aussi le 1 et 2. Je ne l'ai pas fait. Faudra le refaire plus tard. Bon, on verra une deuxième lecture, je vous tiendrai au courant. Qui sera en vrai une troisième, puisque j'avais découvert les tomes directement des États-Unis. Colorisation Clayton, je suppose. Toi, tu as bien suivi le hors-série sur les comics Valiant. Et pas du tout. La colorisation, c'est du Stephanie Hunt. Alors, c'est directement la dessinatrice qui colorise. Elle, en fait, elle a dessiné en couleur directe. C'est pour ça qu'il y a un rendu assez particulier. Euh, Elle nous parle, je crois, c'est dans ce volume-là qu'elle nous parle un petit peu de sa création. Comment elle crée les planches. J'essaie de regarder ça vite fait. Non, non, c'est pas dans celui-ci. Dommage. A priori, avant de faire une planche, elle va mettre les couleurs de la planche en espèce de dégradé pour ensuite peut-être la dispatcher et vous montrer peut-être d'autres planches. Voilà, des planches en pleine page. Vous verrez peut-être plus en gros plan les détails sur les couleurs. Voilà, tu sens la cover artist dans l'absence de line art. Et ben, j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que je suis amoureux des dessins de Stephanie Hunt. Et c'est pas parce qu'elle est française, c'est parce qu'elle dessine quand même très très bien. Voilà. Je suis curieux de lire son. Faudrait que j'aille essayer de trouver son Batwoman parce que voilà, vu les dessins là-dedans, j'ai envie de la voir sur d'autres choses que sur du Die ou sur du Weekend plus du Divine. Je vais suivre ses prochains travaux avec intérêt parce que j'ai beaucoup aimé les dessins. Par contre, du coup, voilà, j'ai moins. L'histoire, j'ai trouvé beaucoup plus brumeuse. Au terme des 20 chapitres, hein, 20 chapitres, des 20. Oh, oh, oh. Même le monde, il forme un des 20. Avec différentes nations qui s'affrontent, c'était très bien, mais ça reste flou. Chaque personnage a un pouvoir, est un archétype de personnage différent. Hein. On a une fille qui fait du cyberpunk, on en a un qui possède une arme, il faut qu'il soit triste pour pouvoir vraiment l'utiliser à pleine puissance. Euh, on en a une qui peut parler aux dieux, mais ça a des contreparties par contre. C'est le dieu, tu me fais ça, du coup, moi je vais te faire ça. Voilà, c'est du donnant-donnant. Donnant-donnant. Notre fille qui peut contrôler les gens avec la voix. J'ai envie d'aimer tout ça, mais voilà, l'histoire un petit peu brumeuse. Mais c'est quand même un très bon comics. C'est quand même un très très bon comics. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Bah non, c'est tout. Donc du coup, les 4 tomes, ils sont disponibles chez Panini Comics. Et donc celui-ci, depuis le mois dernier. Voilà pour Die. Passons maintenant à Ixo Manowar. Donc là, maintenant, si vous avez suivi le hors-série sur les comics Valiant, vous savez qui est Ixo Manowar. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Si vous ne savez pas, allez voir le hors-série. Et bonne soirée poupettes, hein. Merci encore d'être passé. Et puis n'oubliez pas de regarder la VOD pour la fin de la chronique. Merci en tout cas pour le bonne fin de chronique. Donc XO Manowar, c'est une nouvelle série sur le personnage. Donc XO arrive de Daci, comment il s'appelle ce Wizigo qui porte une armure extraterrestre est ramené en 2012, non en 2022 aux États-Unis. Hein. Tout va bien, hein, et les scénaristes n'ont absolument pris aucune substance. Donc maintenant à New York et il a une très mauvaise image publique, hein, puisque quand il se bat contre des menaces, il détruit un petit peu beaucoup de choses. Donc il y a une personne qui va venir l'aider pour redorer un petit peu cette image. Voilà, il va aussi tenter
pas forcément de protéger les Américains, il va aussi protéger la population du monde, puisqu'il y a, il y a un conflit en Ukraine avec des rebelles qui attaquaient l'Ukraine. Pour information, le comics était censé sortir dans la première partie de 2020. Il a été repoussé avec le Covid en fin d'année 2020. En France, il sort qu'aujourd'hui, mais c'est juste un mauvais timing par rapport aussi à la situation actuelle de l'Ukraine. Donc dans l'équipe de créative, on a Denis Hopeless. Hopeless est un surnom. Sans espoir, ce serait quand même dommage, même si bon, on verra que pour ce XO, voilà. Je n'anticipe pas trop. Donc il a bossé, sans trop de surprise, chez Marvel, comme beaucoup de monde. Bon, il a fait beaucoup de séries, il a fait DC Comics, et ces derniers temps, il a aussi bossé sur les comics de la WWE, sur les comics de catch. Je ne sais pas du tout ce que valent ces comics. Et quant au dessinateur, c'est un Italien, Emilio Leiso, qui a bossé, je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait bossé sur Dr. Aphra également. Donc il a bossé sur du Star Wars, Dr. Aphra, un petit peu de super-héros Marvel, et donc ce XO Manowar. Alors XO Mano, ce volume-là, il pourrait raconter n'importe quelle histoire sans un blocage. Je pourrais pas aimer cette histoire. C'est pas possible. J'aurais un rejet autour de ce livre. Pourquoi? C'est globalement, il a eu déjà, avec les derniers arcs du personnage, il avait une fin parfaite. La fin était très bien. On pouvait raconter d'autres choses dessus. Pas de problème, pas de problème. On peut trouver des idées, sauf que d'effacer tout ce qui s'est passé sur le personnage et de nous le rebalancer. Bon, vous connaissez, c'est un Wisigoth qui débarque avec son armure extraterrestre en 2020. Mais en oubliant toute cette invasion de la Romanie, les attaques extraterrestres qu'il y a eu, tout ça, enfin, globalement, que les personnes ne connaissent pas X Manoa. Non, moi j'ai un blocage, je peux pas accepter qu'on oublie le passé. Donc on commence avec une nouvelle histoire. Et plus même, je disais, tu pourrais pas aimer, même si l'histoire était géniale, c'est pas tout à fait vrai. Mais l'histoire, c'est du déjà vu, c'est du déjà lu, surtout en plus chez Valiant, là globalement on a une personne qui attaque ce manoir pour attirer son attention, il se arrive du fait, t'as une mauvaise image, je vais t'aider à la redorer. Bon, on l'a vu là, chez Livewire, Livewire après son blackout, il y a un politicien qui vient la voir en disant hé coucou, t'as une mauvaise image, je vais t'aider à la redorer. On sent bien qu'il y a quand même des contreparties derrière. Il fait pas ça pour juste lui plaisir. Bloodshot, il se fait attaquer par un méchant qui dit ensuite je peux t'aider, mais pour ça il faudrait que tu bosses avec pour moi. Il va falloir que tu bosses pour moi. J'ai déjà vu, et du coup, c'est tellement vu que cette personne qui l'attaque, comme par personne l'attaque, je ne le sais pas encore à l'issue de ce tome 1, il y a des grandes chances que cette personne qui attaque, qui l'aide, ce soit aussi un méchant. Pas se leurrer, voilà, l'histoire elle est vraiment cousue de fil blanc, surtout que à un moment, tant pis je spoil, bouchez-vous les oreilles. Euh, à un moment, il suite à différents trucs, cette personne, ce bienfaiteur, pirate l'armure d'Ixo Manowar. Les dialogues, ils passent du bleu au rouge. L'armure, il y a des lignes rouges qui arrivent sur l'armure. Je vous mets quelques images en même temps. Euh, je me demande bien si ce bienfaiteur est un bienfaiteur. Oh là là, voilà, voilà, l'histoire est téléphonée. Là, ce tome 1, il se finit par un cliffhanger où X Manowar est dans une mauvaise posture. On s'inquiète pas pour lui, ça passera bien. Ou même, allez, ça va mal se passer, mais à la fin ça se passera bien. L'inquiétude, voilà, c'est pas terrible. Après, le dessin de l'ISO, il fait le boulot, il n'y a aucun problème sur son dessin. C'est dans une très bonne moyenne. Vous le voyez là de toute manière, les couleurs sont aussi très, très bonnes. Les couleurs d'ailleurs, je pense que j'ai oublié de mettre le coloriste. Je vais vous donner le nom du coloriste, c'est Bruce Redmond, qui a son nom en couverture, qui est ici, hop là, ici. De toute façon, vous ne voyez pas, hop, voilà. J'ai oublié de mettre le coloriste, c'est pas bien, faut toujours citer les coloristes. Donc, c'est disponible chez Bliss Edition, mais je vous invite à lire les autres récits de X Manowar que je vous ai présentés dans les hors-séries sur Valiant. Je vous invite aussi à les regarder.
Passons à la suite. Revenons chez nos amis japonais avec Vigilante, My Hero Academia, Illegals. Bon, vous commencez à connaître My Hero Academia, j'en ai déjà parlé les 2 précédents mois, j'en parlerai le mois prochain. C'est la lecture mensuelle. Donc là, ici, on est sur le tome 7 de Vigilante, donc le spin-off de My Hero Academia. C'est scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt. Donc, dans ce volume-là, je ne vais pas vous mentir, en lisant les premiers chapitres, j'ai soupiré. J'ai fait... Euh, Parce que, on allait encore passer sur une giga fête qui s'organise et je me suis dit, bah voilà, encore une fête, il va rien se passer d'intéressant, de très palpitant. Faut reconnaître que au milieu, l'histoire change un petit peu, prend une tournure différente, il y a un peu plus d'action. Et donc elle devient assez intéressante, donc finalement c'était un beau tome. Le tome 7, j'ai apprécié. Les événements ne se terminent pas dans ce volume-là, j'ai un peu hâte de lire la suite pour savoir ce qui va se passer. Beaucoup de héros de la série mère font leur petit caméo dans ce volume-là. Donc c'est toujours sympathique de les voir dessiner sous une autre plume que celle de l'auteur original dont le nom m'échappe. J'ai réfléchi, je fais une remat mais j'ai réfléchi en même temps. Je pense que je peux avoir son nom à la fin. Hop. Kuei Horikoshi. Merci la fin merci le dessin en fin de volume qu'a dessiné l'auteur de l'officiel. C'est ton shonen préféré, Side Drill? Pas pour moi. Pour moi, ça restera Yu Yu Hakusho, mais j'en reparlerai un jour de Yu Yu Hakusho. Tu vois Bess Jani sur la couverture. Bon, alors du coup, je vais parler un petit peu de l'histoire. Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que ce sont des héros qui utilisent leur pouvoir sans avoir de permis? Euh, oui, tout à fait. On va suivre. À l'origine, on suit trois héros. Personnage principal, The Crawler. On a un deuxième personnage qui chante et qui danse, un peu à l'origine de la fête, et puis aussi un gros bourrin. Et justement, ce sont des événements qui se déroulent avant la série mère, qui permettent de s'en détacher un petit peu, mais toujours en gardant un contact, puisqu'il y a beaucoup aussi les professeurs là qui peut arrêter les pouvoirs avec son regard, qui apparaît dans cette série, mais qui est avant d'être professeur, qui était beaucoup plus borderline. Donc on va suivre un petit peu ces histoires. Les histoires sont, merci Eraserhead. L'histoire est plus simple et moins. Là, effectivement, il y a pas le monde à sauver, même si on sauve pas le monde dans My Hero Academia. Euh, les enjeux sont moins importants. Mais c'était agréable d'avoir finalement l'envers du décor, surtout des personnages plus adultes, puisque au lieu d'aller au lycée, ils vont à l'université. Enfin, le personnage principal va à l'université. Même sachant que Knucklehead, donc Knucklebuster, c'est un personnage adulte qui a un enfant, enfin qui a un passé. Restons génériques. Donc du coup, c'est un très très bon spin-off. C'est le seul spin-off de My Hero Academia que j'ai lu. Et jusqu'à présent, j'apprécie, même si voilà, les passages un petit peu mous des fêtes ou de tous les à côté en fait qui jouent pas finalement au héros, c'est pas très intéressant. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que le héros porte un t-shirt, un sweat de ah le numéro un des super-héros là quand même. Oh, j'ai l'oublié, je l'ai oublié là, celui qui est super puissant. Euh, ah, All Might. Merci, j'oublie quand même le meilleur des super-héros. Voilà, il porte toujours ce suite, on ne s'étale jamais d'All Might, et ça c'est un petit peu dommage, alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Donc, on va attendre la suite maintenant. C'était partir du milieu jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la fin du manga du volume, c'était très bien, mais maintenant, ah merdouille, je veux la suite. Donc du coup, c'est édité par qui? C'est édité par Ki-Hoon. Donc disponible aussi actuellement, puisqu'il y a un tome qui doit pas tarder à sortir prochainement. Non, il y a eu un tome qui est sorti ce mois-ci, et le mois prochain, c'est un tome de My Hero Academia, de mémoire.
le 9 avril, il doit y avoir le nouveau tome de My Hero Academia. Donc je pense que le mois prochain, ce sera la série mère dont je parlerai. Passons à la suite. Hop là, on approche de la fin. Tac. On va parler de Wolodrin. Donc Wolodrin, c'est une série dont j'avais parlé déjà dans le premier épisode. Donc là, on va parler des tops, je me cache, 9 et 10. Puisque les volumes marchent par paire. Ce sont les derniers cycles de la série. Donc il y avait 10 volumes, 5 cycles. Donc c'est une série d'heroic fantasy classique, avec des nains, des elfes, des hommes, des orques. Mais par contre dans un monde très dur. Beaucoup plus. Donc c'est pas aussi lumineux qu'un sur des anneaux par exemple. Retrouver. Et donc, dans ces volumes-là, on va retrouver les héros qui se sont rassemblés à la fin du tome 8, qui sont poursuivis par des espèces de Nazgûl, pour faire simple. Puis après, il y a toute l'histoire qui va se mettre en place, mais bon, je ne veux pas trop spoiler non plus, parce que faut découvrir en live. Donc, c'est toujours scénarisé par David Chauvel et toujours dessiné par Jérôme Le Reculé. Pop, je vous mets des images, pop, de ces volumes. Et bien cette série, puisque là c'est plus un bilan de la série qu'on va pouvoir faire, j'avais été quand même assez critique sur le tome 8, mais ce cycle-là relève un petit peu la barre. Je m'étais déjà plus habitué à la manière de raconter l'histoire. Puisque dans le tome 8, il avait décidé d'un coup, au lieu de raconter à chaque fois un cycle, un groupe de personnages, il avait commencé à mettre les autres personnages, à mélanger tous les personnages qui sont dispatchés à différents endroits du monde. Mais là, dans celui-là, du coup, je m'attendais à ce type de narration jusqu'au regroupement, donc ça passait beaucoup mieux. Donc dans ce cycle, voilà, dans ce dernier cycle, toutes les histoires ont trouvé leur conclusion. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, on a la réponse. C'est bien quand on fait ça dans une BD, pas trop d'arc narratif en suspens. On a même des personnages secondaires des précédents volumes qui réapparaissent là. Je m'interroge sur cette série par rapport aux deux premiers cycles. Les deux premiers cycles, ils mettent en scène les mêmes protagonistes, puis à partir du troisième et quatrième cycle, on avait d'autres personnages. C'est dommage d'avoir finalement mis un cycle pour chaque personnage, presque un demi-cycle pour les deux derniers, et d'en avoir laissé deux au début. Parce que du coup ça fait un équilibre un petit peu bancal par rapport à ce qui est raconté. Peut-être qu'il y avait des problèmes finalement la série est sortie mais elle n'a pas marché comme il fallait, donc peut-être de 15 albums, enfin 16 albums ils sont passés à 10, je ne sais pas, là j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de la création de la série. C'est peut-être pour ça que c'est pas aussi linéaire que ça aurait pu l'être. Mais c'est quand même une bonne série. Là, cette fin, elle laisse pas indifférent. En tout cas, pareil un petit peu que l'autre au-dessus. Est-ce que ça pouvait finir autrement? Peut-être, peut-être pas. Moi, je sais que j'étais un petit peu surpris de cette fin. Et j'ai fait ah, voilà. Je dis pas plus. Non plus. Je veux pas, spoilons pas parce que là, faut vraiment avoir la surprise. Donc du coup, la série, adoré les deux premiers volumes, les deux premiers cycles, deux cycles au milieu un peu plus moins accrochés. Par contre, cette très bonne fin de série, donc c'est ça qui est aussi très important, puisque bon, le voyage est important, mais quand même la conclusion l'est aussi. Petit aparté, malheureusement sur les mangas, en tout cas ceux que j'ai lus, ceux qui terminent, ça termine. Ils savent pas terminer, les Japonais ne savent pas terminer leur longue série, c'est toujours des fois un peu bancal. Même si des fois ça termine parce que des problèmes de santé. Donc du coup c'est une série qui est terminée et ça a été publié chez Delcourt. Voilà pour cette série Wolodrim. Et passons maintenant au dernier volume pour aujourd'hui. On va parler de Brit en intégral. Alors Brit est un personnage de l'univers Invincible. Donc Invincible, j'en avais parlé le mois dernier. Donc c'est un héros dans un univers rien à voir avec Marvel DC. Il a une série
continue. Un principe en tout cas, et donc elle a été créée cette série en 2002 par Robert Kirkman et Ryan Otley, et en 2003 Kirkman a écrit 3 one-shots pour Tony Moore, le dessinateur, et donc c'est sur le personnage de Brit, qui est un personnage, un vieux, invulnérable. Et donc je vois que je vais dire ce que tu es en train de dire, ça Edril. Gros inconvénient du Jump par exemple, avec la continuité des séries populaires et l'arrêt brutal des autres. Ça donne des fins bâclées. Exactement. C'est un problème de sortir ça par chapitre, mais je trouve que les Américains qui font aussi par chapitre, comme ce Brit, s'en sortent mieux. Sauf que là, je viens de dire comme ce Brit, et on verra que finalement la fin de ce Brit n'est pas terrible non plus. Mais bon, n'anticipons pas trop avec Brit. Donc du coup, on a un vieux qui est invulnérable, et qui est juste invulnérable. Il n'a pas de super force, mais qui bosse du coup pour le gouvernement américain, pour contrer des menaces bizarres. Je ne vais pas dire fantastiques, parce que de toute façon c'est du fantastique avec des super-héros. Et puis elles sont, j'ai presque envie de dire loufoques, mais c'est pas forcément drôle, c'est juste que les situations sont décalées. Mais dans Invincible, il y avait ces situations décalées. Dans Brit, on les retrouve, mais vu que c'est pas une série, c'est pas la série principale, c'est encore décuplé ces situations-là. Donc, il y a eu 3 one-shots de sortie en 2003, puis en 2007, Kirkman a décidé de remettre ce personnage en avant. Sauf que cette fois-ci, c'était plus lui qui allait scénariser l'histoire. Ce sera une autre personne qui s'appelle Bruce Brown. Qui fait quoi ce monsieur Brown? Oui, il a fait quelques comics pour jeunes adultes autour de Lovecraft et puis quelques one-shots. Tony Moore aussi a passé la main après le deuxième chapitre, ça a été repris par Cliff Rathburn, qui est plus souvent crédité d'ailleurs en tant qu'enfeur sur la série. Et puis les 6 derniers chapitres sont dessinés par Ned Bellegarde, qui a dessiné également du Furtif et No Pierman, Men, que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu ces deux titres. Donc, il est invulnérable, machin chouette, pas de force surhumaine, je relis un petit peu les notes. Donc, globalement, il est invulnérable, c'est un gros bourrin. Voilà. Oh, même pas mal, allez, bim, je te défonce. Je te défonce, bon, ça prend le temps, mais je te défonce. Donc, c'est un gros bourrin qui est plus ou moins en couple avec une stripteaseuse d'un bar qui le dirige. Bah, c'est une série qui était plutôt cool. Elles sont pas trop au sérieux. Pas mal de bastons durant tous les chapitres. Il y en a 3, 12, 15, il y en a 16 en tout, il y a 15 chapitres plus un épilogue. Bon, il y a une histoire quand même, hein, mais qui est quand même là pour justifier les bastons. Mais une histoire quand même intéressante, hein, une histoire de famille, ça part un peu dans tous les sens. C'est vraiment, mais bon voilà, le mot cool, je pense qu'il résume bien cette série, il est cool à lire. Déjà voir un vieux, excusez-moi de dire ça comme ça, bah, c'est intéressant, même si finalement on l'avait avec Raven. Je parle de Dark Knight Returns, on l'avait aussi, mais là c'était des séries qui étaient sérieux. Celui-là il est quand même beaucoup moins. Maintenant, je vais vous mettre quelques images aussi. Il y a un mais quand même sur cette histoire-là. C'est que bah, du coup pour la série, on dit après les one-shots de Kirkman, Bruce Brown, il a repris les choses en main. Il faut quand même reconnaître que bah on sent qualitativement le scénario qui est moins. Enfin, surtout les dialogues qui sont moins recherchés, quoi. Déjà, les personnages, à un moment du tout début de la deuxième partie, les personnages étaient dans la même scène, ils se parlaient, mais j'avais l'impression qu'ils se parlaient pas entre eux, en fait. Ils disaient des phrases, mais l'autre il répondait à côté. Par exemple, il fait Hey, il fait beau aujourd'hui. Oui, ma voiture est rouge. Par exemple, bon, je caricature. Bon, après, mais voilà, il y a eu l'arrivée aussi de Britney, cette personne que vous pouvez voir aussi, qui a beaucoup. Justement, c'est là aussi le scénario décale. Ok, il était en couple avec une stripteaseuse, donc là, ici, il reste quand même assez bas du front. Mais là, les phrases liées à Britney sont aussi. Voilà, c'est pas, ça vole pas très très haut.
ils en jouent aussi. De temps en temps, il y a des personnages qui en rigolent. Mais bon, voilà, on voit la tenue de Britney. Hein, je vous l'ai mise quand même parce que bah, fallait en parler hein, de ce personnage qui qui est haut en couleur aussi, enfin, qui a du caractère et qui a des formes fort généreuses. Euh, Point fort aussi, mais ça c'est encore quelque chose qu'on retrouvait dans Invincible, c'est que tous les personnages, même secondaires, sont développés au détour de quelques cases. Voilà. Bah, par exemple, le personnage là qu'on peut voir ici du robot, bah, on voit qu'il avait quand même une famille, enfin, on voit un petit peu son histoire aussi. Tous les personnages sont un petit peu développés autour de quelques cases, donc c'est très très bien. Ça permet d'enrichir son histoire, son univers. Les dessins, je les trouve un peu meilleurs que sur la série Invincible. Non, c'est dans le même, au même niveau. Hein. C'est bien dessiné, mais rien de transcendant non plus. Même, même bien que vu le nombre de dessinateurs, au moins il y a quand même une continuité sur les dessins. Il n'y en a pas un qui est beaucoup mieux dessiné que l'autre, ou les styles graphiques qui changent complètement. Ça reste toujours plus ou moins dans dans la même veine. Voilà, justement, on parlait des fins bâclées. La fin de ce Brit déplorable, puisque l'histoire se finit par un énorme cliffhanger, sauf que bah, l'histoire est terminée depuis très longtemps, enfin il n'y a pas eu de nouveau chapitre depuis qu'il est sorti, enfin, l'univers invincible est terminé, et malheureusement, bah, Frit n'a jamais eu de suite. J'espère peut-être que l'arc scénaristique qui pourrait partir, enfin qui est teasé à la fin des dernières pages, va être développé, que ce soit dans Invincible ou dans des séries annexes, puisque Brit reviendra dans Les Gardiens du Globe, qui sera aussi publié en intégral un petit peu plus tard. Je vais vous dire ça, parce que je pense qu'à la fin, voilà, c'est apparaître. Je ne sais pas quand. C'est la pire fin, ça. Ouais, t'arrives, tu tournes la page, tu fais, ah, mais c'est pas du tout développé et je sais pas du tout si ils vont en parler, puisque même si toutes ces séries sont terminées, moi je les découvre. Donc ben, on verra bien, c'est disponible chez Delcourt, on verra la suite dans les prochaines intégrales, puisque là prochainement il va y avoir une nouvelle intégrale d'Invincible qui va sortir, puis ensuite bah, il y aura Tech Jacket et les Gardiens du Globe qui sortiront. On verra, on va découvrir tout ça. Et c'était donc le... Bon, on peut voir quand même l'épaisseur, hein, il y a beaucoup de pages, et c'était donc du coup le dernier livre que je devais vous parler aujourd'hui. Revenons sur cette principale. Donc du coup, bah, je reviendrai le mois prochain, le premier vendredi du mois prochain qui sera le 6 avril. Donc on va avoir du My Hero Academia. Euh, on va avoir du Décorum aussi. Parce que bien que j'ai lu le tome 1 de Décorum, un comics de Jonathan Hickman, j'aurais pu vous en parler là, puisque parler du deuxième volume le mois prochain, mais pour être complet, je préférais mixer les deux, hein, ce sera beaucoup mieux. 6 mai, oui, en effet, plutôt 6 mai, 6 avril. 6 mai, en effet. Le mois prochain, quoi, le premier vendredi du mois. C'est déjà dans 5 jours, ouais, 5 jours j'aurais lu Décorum, mais j'aurais peut-être lu d'autres trucs. Puisque là, si je devais vous parler de Décorum, globalement, ça dirait, il y a une partie que j'ai compris, une partie où j'ai rien compris. Donc c'est pour ça, on va attendre d'avoir la suite avant pour pouvoir raconter toute l'histoire, pour vous dire si j'ai compris ou non. Il y aura aussi le tome 2 de Free Ren, plus d'autres choses, après d'autres livres que je maîtrise pas. Peut-être moins quand même qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était quand même un programme dense. J'ai tenu en 1 heure et demie, c'est pas mal, en sachant que j'ai eu un petit raté au début où je n'avais pas activé le micro. Bon, j'ai recommencé, c'est pas grave. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous retrouver le mois prochain. En tout cas, bah, ce mois-ci, portez-vous bien. Hein. Attention, on garde bien la veste, hein. Il peut faire froid. Hein. N'oubliez pas l'adage en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bah, donc passez une bonne soirée, un beau week-end et à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Des bisous. Ciao, ciao.